Eh bien, commençons ce cours. J'espère que vous allez bien. Il commence à faire beau, hein. On voit déjà Elsa qui est à l'extérieur. C'est déjà particulièrement agréable, hein. Ça commence à être un peu plus sympathique tout ça. Aujourd'hui, ben, en fait, ça va être le dernier cours de matière directement, hein. Il n'y aura plus de cours, disons, théoriques, si on veut. Les deux prochains cours, donc c'est également, si vous avez bien saisi, le dernier cours où il y a un mini-test à faire à la fin du cours. Toutefois, vous avez sûrement vu dans le plan de cours, on était supposé en avoir un de plus. Je vais tout simplement ramener ça sur le nombre de tests qu'on a fait en tout, hein. Donc, ça vaudra quand même le même nombre de points, si on veut, en termes de pourcentage, en termes de poids sur la session. Mais ça va être ramené, au lieu d'être sur 11, je crois, ou sur 12, ça va être ramené sur 11. Bref, un de moins. Mais ça ne posera pas de problème, là, surtout que ça a été particulièrement bien réussi. Donc, ce n'est pas vraiment un enjeu par rapport à ça. Donc, dernier cours de matière aujourd'hui. Je vous rappelle un peu juste pour le suivi de ce qui va être le reste de la session quand même. Les deux prochaines séances vont être des cours de tutorat. Donc, vous vous présentez en classe avec les membres de votre équipe. Je vous envoie dans des salles Zoom chacun des membres, chacune des équipes, et vous allez pouvoir travailler sur votre travail final. Et vous allez pouvoir toujours, évidemment, me demander de l'aide, hein. Je suis là en permanence pour répondre à vos questions, hein. Donc, ce n'est pas juste venez travailler en classe, là. Je suis présent pour vous, évidemment. Vous êtes assez grande, je crois, quand vous allez commencer à avoir votre job d'adulte, si on veut, dans un an, à peu près un an et demi, là. Fait que dans le fond, ce n'est pas une présence qui est obligatoire, hein. Je ne vais pas commencer à vous dire, mais là, vous n'étiez pas là au tutorat. Ça vous regarde, vous êtes assez grande, vous êtes rendu au cégep, vous savez comment ça marche. Donc, si vous voulez venir, vous vous présentez. Et ben, si vous trouvez que non, ça avance bien de votre côté tout seul, il n'y a pas de problème non plus. Donc, les deux prochains cours, tutorat, donc pour les semaines 12 et 13. Semaine 14, l'examen. Là, je le sais que ça fait beaucoup de choses. C'est pour ça que ben, la semaine d'avant, la semaine 13, donc, je vous envoie, je vais faire une petite préparation sur qu'est-ce qui va être à voir à l'examen. Je n'ai pas encore trouvé la formule, là, mais je vais vous préparer un peu. Vous ne serez pas lancé là, dans le vide, évidemment. Et je vais quand même vous écrire un petit milieu pour vous dire, hey, en passant, l'examen, c'est la semaine prochaine, hein, parce que je sais des fois, ben, fin de session, puis en plus, il y a du tutorat pas obligatoire. Vous allez tout oublier que c'est la semaine 14 et non pas la semaine 15. Donc, je vais vous envoyer un petit milieu juste pour vous rappeler un peu, hey, en passant, la semaine prochaine, c'est l'examen. Et je crois que ça va être sûrement deux questions ou trois questions maximum à développement. Ça va sûrement être ça, là, puis bref, ça va sûrement se faire chacun de votre côté sur Word. Et si c'est le cas, bien, bon, on va en reparler de toute façon, là, mais je vais vous préparer quand même d'avance. En gros, j'ai deux choix que j'ai dans ma tête. Est-ce que je vous donne, mettons, un nombre de questions à préparer d'avance, puis vous n'avez pas droit à vos notes de cours, ou je vous donne pas les questions d'avance, puis vous avez droit à vos notes de cours. Parce que les deux, ça devient un peu trop facile. Vous comprenez bien que ça devient un peu un problème. Donc, je vais penser à ça. La semaine prochaine, déjà, je vais vous le dire, hein. Déjà, je vais pouvoir vous dire ce truc-là. Il y a des bonnes chances quand même pour que ce soit, je vous donne l'accès à vos notes de cours, puis pas de questions préparées d'avance. Pourquoi? Parce que on est à distance. Anyway, je le sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui vont réussir à avoir accès à leurs notes de cours, même si je dis pas de notes de cours. Fait que ça serait un peu là, étonnant de ma part là, de faire l'inverse. Donc, déjà, semaine prochaine, je vais vous dire une petite amorce de ça, hein, à la semaine 12. Et à la semaine 13, c'est vraiment la semaine 13 que je vous donne vraiment les consignes, vraiment qu'est-ce qui va en être pour la semaine 14. Et la semaine 15, on se rappelle, dernier moment de tutorat où est-ce que c'est, comment dire, les moments des derniers espoirs, hein, pour ceux qui ont travaillé un peu sur d'autres cours ou des choses comme ça. Bref, vous savez c'est quoi la vie, là. Donc, vous avez la dernière période 15 pour finir votre travail pour les désespérer, puis pouvoir me remettre ça à 23h59 là, à la journée du cours numéro 15 de la session. Donc, en gros, je résume vite, rapidement. Aujourd'hui, cours théorique, vous avez un petit mini-test. Deux prochains cours, tutorat en classe. Ensuite, cours 14, examen. Et cours 15, dernier tutorat de la dernière chance, si vous voulez qu'on l'appelle ainsi. Je me demande, est-ce que vous aviez des questions, interrogations sur ce qui va suivre là, dans les prochaines semaines? Commentaires général aussi, allez-y, on peut jaser un petit peu.
Donc, c'est relativement clair. Je ne peux pas être certain que c'est clair pour tout le monde. Demain, je vais vous écrire un petit milieu avec cours 13, cours 14, tout ça. Là. Je vais vraiment vous prendre en charge. Vous allez voir, là, ça va être absolument extraordinaire. Oh, je me demandais, c'est vrai, est-ce que vous êtes retourné à la maison, vous autres, ou vous êtes tout à distance maintenant pour le reste de la session? Vous êtes encore au cégep en présence? Moitié-moitié. Moitié-moitié? OK, donc moitié de classe, une semaine sur deux? On fait les cours pratiques à l'école, cours théoriques à la maison. OK. Bon, ben ça, bon, au moins, fait que je ne suis pas le seul moment de la semaine où est-ce que vous êtes devant votre écran à écouter 1 heure et demie de matériel. Bref, OK, on va donc commencer ce cours avec maltraitance des enfants et violence conjugale. Et on peut toujours, évidemment, me poser des questions pendant le cours. Là, évidemment, ça me fait absolument plaisir. Donc, bien, commençons par eh bien, le commencement. On va juste s'installer doucement. On va faire ça comme ça ici. Donc, vous voyez bien mon écran? Oui, super. Donc, on va regarder dans les deux moments, vraiment, premièrement, commençons par parler de maltraitance des enfants et ensuite de violence conjugale. Maltraitance des enfants, bon, on a une définition un peu canonique. En fait, c'est tout ce qui est mauvais traitement, qui ont, élément important, des conséquences graves sur le développement physique, hein, parce qu'évidemment, on peut avoir des coups et des blessures, sociales également, hein, et psychologiques sur les individus, et qui va évidemment, vous en conviendrez, porter atteinte à sa santé, sa dignité et à sa survie. Alors, donc, on a vraiment cet élément-là, hein, donc de conséquences graves qu'on a sur les enfants. Et ce qui est, justement, pose les plus graves problèmes au point de vue social et psychologique, c'est véritablement parce que ça se fait dans un contexte de relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. En gros, l'enfant ne peut pas se sauver. Hein? C'est un peu ça, le drame qui est associé à la maltraitance des enfants. Bon, évidemment, point de vue conséquences, ben, on a plusieurs problèmes qui sont associés à ça. Hein. Ce n'est pas simplement l'idée que tu as été victime un peu de violence, des petits problèmes. Il y a vraiment des conséquences à très long terme. Évidemment, je vous en nomme quelques-uns. Hein. Propension à commettre soi-même des violences ou à en subir. On va voir plus tard avec la violence conjugale, par exemple, le fait d'avoir été exposé dans son jeune âge à la violence conjugale peut soit faire en sorte que les enfants vont être plus à même à eux-mêmes devenir des bourreaux hein, dans le cadre d'une relation ou également être des victimes hein, dans une logique qu'on appelle l'apprentissage social de la violence. On regarde également statistiquement au point de vue de la santé publique, plus de propension au tabagisme, à l'obésité, également comportement sexuel à risque, on va revenir un peu pourquoi, des grossesses non désirées, alcoolisme, toxicomanie, suicide. Hein, donc, on voit vraiment au point de vue statistique, au point de vue populationnel, qu'il y a vraiment une corrélation entre maltraitance des enfants et un ensemble de problèmes comportementaux, physiques et psychiques qui peut nécessairement poser problème sur le long terme. Ce qu'on voit également, surtout dans la maltraitance des enfants, tout comme la violence conjugale d'ailleurs, c'est que c'est vraiment la socialisation qui est vraiment le mécanisme de transmission de la maltraitance. En gros, on a vu un peu avec la socialisation pour les enfants, comment on apprend le monde qui est autour de nous par l'observation, l'imitation et la reproduction. Donc, nécessairement, si on a été soi-même victime de maltraitance ou témoin hein, de violence conjugale, par exemple, entre les parents, nécessairement, il n'y a pas de lien de causalité directe. Hein, ce n'est pas parce qu'un enfant a été victime ou a été témoin de violence qu'il va lui aussi le devenir. Hein, il faut quand même mitiger un peu cette relation-là de cause à effet, mais il y a vraiment, si on veut, de plus grandes probabilités pour que ça arrive comparativement à un enfant qui n'a jamais été témoin ou victime de ce type de situation-là. Donc, on retient la socialisation comme mécanisme de transmission de la maltraitance, hein, surtout de génération en génération, mais également cette idée-là que ce n'est pas de cause à effet. Hein. Ce n'est pas 100% des enfants qui ont été témoins ou victimes qui vont effectivement le devenir. Ce qui est quand même une bonne chose dans la mesure où il y a toujours une façon d'améliorer le bilan social. Hein, si c'était vraiment 100%, ça serait aussi pire, par exemple, qu'au début du siècle, la maltraitance des enfants. 5 grandes formes de violence. La négligence, hein, c'est simplement l'idée. Et d'ailleurs, c'est la plus répandue.
Simplement le fait de ne pas superviser, de ne pas s'occuper nécessairement de son enfant. La négligence peut également rentrer dans le cadre de ce qui vous concerne hein, quand même sur l'hygiène dentaire. Le fait de ne pas jamais aller chez le dentiste avec les enfants, de ne pas faire le nettoyage, de ne pas... Donc, ça rentre tout dans ce qu'on appelle la négligence des parents destinés envers les enfants. Les abus physiques, c'est souvent celles auxquelles on pense le plus spontanément, hein, abus physiques et abus sexuels. C'est sûr qu'on pense le plus fréquent. Mais comme je vous disais, c'est vraiment la négligence qui est vraiment la plus répandue des formes de violence. Abus physiques, bon, vous connaissez, hein, discipline abusive, brutalité même impulsive, restriction physique, hein, abus sexuels, bon, on est dans l'attouchement, les caresses, les relations évidemment non consenties. Je pense que ça va de soi. Les deux derniers, l'abandon. Ah, c'est simplement l'idée tout simplement que je ne m'occupe pas de mes enfants et que je les confie soit à la DPJ ou tout simplement que je les expulse du foyer. Ça arrive quand même moins fréquemment de ce que j'ai vu dans les statistiques, mais à l'époque, ça m'arrivait quand même dans mon cercle très large d'entourage, pas directement d'amis, mais que les parents mettaient dehors leur enfant quand il avait 16 ans. C'est comme, tu es assez vieux, débrouille-toi tout seul, tu me fais assez de troubles, va-t'en chez vous. Mais ça peut être considéré comme une forme d'abandon, même quand même quand c'est à 16 ans. Et enfin, mauvais traitement psychologique, c'est tout ce qui est dénigrement, indifférence affective hein, qui rentre également là-dedans, mais aussi on inclut l'exposition à la violence conjugale comme une forme de maltraitance envers les enfants. Hein. On a beaucoup de publicité dernièrement là-dessus, mais les enfants sont victimes de la violence conjugale et excusez-moi, ils en sont témoins, ils en sont également victimes hein, par vivre dans ce milieu, évidemment, qui pose problème, qui pose ce type de problème. Donc, quelques statistiques hein, pour regarder un peu, j'ai à la fois dans le monde et au Québec. On a toujours un peu l'impression que c'est ailleurs, ces choses-là, que c'est vraiment pire ailleurs, mais quand même, on va regarder. Dans le monde, on regarde quand même que c'est 25% des adultes qui ont subi des violences physiques au cours de leur enfance. Donc, souvent, par exemple, associé à l'éducation qui peut être très violente dans certaines familles. On voit également que quand même plus ou moins 30% de femmes et d'hommes ont subi des violences sexuelles dans leur enfance. Au monde, c'est quand même absolument énorme. Hein. Pensez-y, c'est pratiquement une personne sur trois hein, qui a été victime de violences sexuelles. Chaque année, on estime environ au monde 41 000 enfants de moins de 15 ans sont victimes d'homicides. 41 000, c'est un chiffre qui est vraiment sous-estimé dans la mesure où il y a plusieurs décès qui sont déguisés en accidents. C'est-à-dire qu'on réussit à tromper à quelque part le coroner, s'il y a des coronaires. Dans le fond, c'est la personne qui, son emploi est justement de décider quelle est trouver c'est quoi la cause du décès. Même dans ces cas-là, on déguise un homicide en accident. Le plus souvent, ça va être la noyade qui va être utilisée dans ces situations-là. Dans les conflits armés, les premières victimes, ce n'est pas les soldats, comme on pourrait bien l'imaginer, mais c'est véritablement les populations civiles et encore plus les petites filles hein, qui sont particulièrement exposées à tout ce qui est violence sexuelle, exploitation sexuelle, de même que les sévices. Et qu'est-ce qui est quand même dérangeant, c'est, oui, c'est de la part des militaires, ce qu'on pense, hein, les militaires et les miliciens, mais également hein, des représentations de l'État, des membres de la communauté, de même que des représentants d'ONG. Hein, il y a eu des situations, je crois que j'ai complètement oublié, je vais dire un pays africain. Il y en a quand même 50 cucs, là. Je suis très, très flou là, dans mon ciblage, mais qu'il y avait eu des cas justement d'ONG et même d'organismes de l'ONU hein, qui avaient trempé, si on veut, dans des cas de violence sexuelle envers les enfants sur place. Les premières, comme le dit un peu le dicton hein, dans ce cas-là, les premières victimes des guerres, le plus souvent, c'est les femmes et encore plus vrai, les plus petites filles qui sont véritablement les victimes le plus souvent des conflits armés. En Amérique du Nord, et on revient quand même plus proche ici, hein, on est en Amérique du Nord, 20% des filles et 8% des garçons ont vécu une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans. Hein, c'est quand même particulièrement énorme. C'est un phénomène qui existe, qui est particulièrement tabou, hein, même encore aujourd'hui, on en parle un peu plus qu'avant, mais c'est un phénomène qui est quand même particulièrement tabou. On pense quand même 20% des petites filles, c'est absolument énorme. Au Québec, si on s'intéresse aux générations passées, hein, ceux qui sont aujourd'hui devenus adultes, hein, c'est un peu l'idée, 28% des personnes de 18 ans et plus,
quand même 1,77 million de personnes, c'est quand même énorme au Québec, ont subi avant l'âge de 16 ans au moins une des formes de violence qu'on a évoquées un peu plus tôt. Hein. Par exemple, si j'ai une étude de 2008, qu'on est environ à, excusez-moi, je vais mettre ça un peu plus ici, qu'on est environ à peu près 37 des personnes, 37 des personnes interrogées qui auraient vécu une forme de violence avant l'âge de 18 ans. 19 c'était des violences physiques, 22 psychologiques et 16 des violences sexuelles. Donc, quand même, c'est un phénomène qui est relativement répandu. Dans les plus anciennes générations, c'était surtout les normes sociales pour ce qui est de l'éducation des enfants qui amenaient beaucoup d'abus physiques, par exemple. Mais aujourd'hui, on voit que grâce à l'invention et l'intervention de la DPJ qui pose problème, j'en suis absolument conscient, évidemment, on voit quand même qu'il y a une certaine amélioration de la violence physique. Et le fait également, on va revenir plus tard un peu, que l'idée que c'est de moins en moins tabou d'intervenir lorsqu'on est témoin de quelque chose. On va revenir un peu plus tard sur cette dimension-là. Mais la violence sexuelle, elle semble encore demeurer quelque chose d'assez présent, sur lequel on a peu ou pas de prise collectivement, ce qui évidemment pose problème. Donc, c'est un peu l'idée qu'on a un phénomène relativement répandu, qui existe, qui est tabou, qui n'est pas beau, qu'on n'aime pas parler, mais qui est quelque chose de quand même de particulièrement présent. Ici, bon, j'ai un petit graphique que je vois mal à cause de la petite barre Zoom. Expérience de violence vécue chez, je n'arrive pas à voir le titre, je suis désolé, durant l'enfance selon la forme et le sexe, population de 18 ans et plus au Québec en 2012. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir dans cet élément-là? C'est que si je prends tous les 18 ans et plus au Québec en 2012, bien, j'avais quand même environ 27 en moyenne, hommes et femmes, qui ont subi au moins une des formes de violence. Et on voit quand même que la violence physique demeure la type de violence qui était la plus répandue, le plus souvent, comme je vous dis, liée à une éducation, une vision très traditionnelle du rôle des enfants et de l'éducation. En gros, ben, quand les enfants faisaient quelque chose de pas correct, c'était soit la fessée, soit la strap ou carrément de se faire battre par les parents. Et ensuite, violence sexuelle qui est quand même particulièrement, encore une fois, répandue. Davantage répandue chez les petites filles que chez les petits garçons. Mais il faut quand même souligner qu'il y a comme une transformation qui se passe. Plus jeunes, c'est les petits garçons qui sont plus souvent victimes de violences sexuelles. Et à partir de 8 ans, on a vraiment un transfert, où est-ce que les petits garçons sont presque plus victimes de violences sexuelles et c'est majoritairement les petites filles qui sont alors victimes de ce type de violence-là. Donc, on a quand même quelque chose d'un phénomène relativement répandu dans nos sociétés, mais qui demeure évidemment néanmoins tabou. Ici, bon, on a directement, c'est quoi directement les composants? Je sais que c'est raide dans le cours aujourd'hui, mais il faut quand même en discuter de ces éléments-là. On a un peu, que je vous dis, violence physique. Bon, vous dites, violence physique, bon, c'est une chose. Mais concrètement, à quoi ça ressemble, cette forme de violence-là? Eh bien, on a comme mis des items, si on veut, des groupes. Des groupes de violence, si on veut. Premier groupe, gifler, taper, frapper, donner la fessée avec quelque chose de dur. Mais on voit quand même que le plus souvent, c'est ce groupe-là. Je ne vois plus ma souris. Ah oui. C'est plus souvent les hommes que les femmes, mais les femmes en sont néanmoins victimes. Mais on voit quand même que c'est la majorité, si je prends le total. La majorité du temps, c'est dans cet ordre-là. Ensuite vient pousser, agripper, bousculer ou lancer quelque chose, des objets. On est quand même ici dans la violence physique. Et enfin, coup de pied, mordre, se faire mordre, c'est pas frapper du poing, étrangler, brûler. On est quand même ici 9,6 des personnes de plus de 18 ans qui ont subi ce type de violence-là. Si on est dans la violence sexuelle ici, on voit que forcer ou essayer d'avoir une relation ou une activité sexuelle non désirée touche 4,2 des garçons et 7,9 des femmes. On voit encore, c'est davantage les femmes à ce niveau-là. Et toucher d'une manière sexuelle contre sa volonté, 6 des garçons et 14,6 des femmes âgées de 18 ans et plus en 2012. Les dernières statistiques qu'on a là-dessus, malheureusement, au point de vue de la recherche, là, mais on voit quand même 14,6 c'est quand même énorme à l'intérieur de nos sociétés. Et pourtant, un sujet qui est particulièrement tabou. C'est un peu l'idée qu'on voit dans toutes les formes de violence, que ce soit maltraitance ou violence, c'est le fait que ça soit tabou
qui fait en sorte que ces phénomènes-là existent et se perpétuent de génération en génération. Le fait de ne pas vouloir en parler, de ne pas vouloir en discuter, mais surtout de ne pas vouloir voir lorsque ça se produit et de ne pas vouloir donc intervenir, c'est ce qui permet, si on veut, cette impunité-là à l'intérieur de la relation de couple ou, encore une fois, de la famille. Si je regarde maintenant au Québec directement, eh bien, ce qu'on peut voir, toujours dans le regard statistique, là, 35 des enfants âgés entre 6 mois et 17 ans, hein, donc c'est vraiment moins de 18 ans au moment de l'étude en 2012. 38 ont été victimes de violences physiques mineures et 6 de violences physiques majeures en 2012. Donc, quand même une grande partie de la population. Hein? Ce n'est pas quelque chose de relativement anodin. Et selon les dernières statistiques que j'ai trouvées de 2015-2016, pour ce qui est de la maltraitance, qui ont fait l'objet d'une mesure de protection, c'est-à-dire qu'on a saisi directement la DPJ. 8 000 enfants ont été victimes de négligence, près de 5 500 de mauvais traitements psychologiques et près de 8 400 d'abus physiques et enfin 1 900 d'abus sexuels. Et ça, c'est simplement ceux qui ont fait l'objet d'une dénonciation à la DPJ, d'une mesure de protection. Tous ceux qui sont passés sous le radar n'apparaissent absolument pas dans ces chiffres-là. Donc, on peut estimer quand même que c'est sous-évalué comme chiffre ici que je vous présente, mais c'est les seuls qu'on a de fiables pour ce qui est de 2015-2016. Qu'est-ce qu'on voit quand même, c'est que les choses s'améliorent. On peut au moins voir ce côté-là. Les jeunes de 18-24, si je les compare à ceux de 45-64, hein, les groupes d'âge qu'on a fait, mais on voit quand même que les plus jeunes ont moins d'expérience de violence vécue pendant l'enfance et l'adolescence. Donc, on voit quand même que les choses s'améliorent un peu, mais c'est un phénomène qui est encore assez prégnant, si on veut, à l'intérieur de nos sociétés. Maintenant, on va regarder un peu, mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Hein? Parce qu'on a souvent l'explication, ce sont des individus qui ont des problèmes psychologiques. Et c'est un peu l'explication facile qui nous, si on veut, nous déleste collectivement d'avoir une réflexion sur notre manière d'agir au quotidien. Eh bien, c'est la figure que vous avez sûrement déjà entendue du monstre, hein, de la personne cachée. Comme on avait vu un peu avec, je pense qu'on avait évoqué sur les agressions sexuelles également, l'idée de l'étranger menaçant qui se cache et qui attaque des individus, tandis qu'on sait que dans les faits, c'est majoritairement les personnes que connaît la victime. Donc, l'idée du monstre, de la personne qui n'est plus tout à fait un humain ou qui a des graves problèmes psychologiques, ça ne réussit pas à expliquer véritablement le phénomène parce qu'il est beaucoup trop répandu. Puis on sait que ça touche quand même donc, une grande partie de la population et que ce ne peut pas être que des victimes de monstres et de problèmes d'individus avec des problèmes psychologiques. On voit également que c'est particulièrement banalisé, encore une fois, hein, parce que, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, quand même, encore une fois, banalisé dans la mesure où banalisé tabou, hein, c'est comme un peu entre les deux, tabou dans la mesure où jusqu'à tout récemment, vous avez sûrement déjà entendu des choses, souvent peut-être dans des films, peut-être que ça se fait moins aujourd'hui, mais c'est pas de nos affaires, on se mêle pas des affaires des voisins. Hein, ce genre de phrase-là, ou c'est pas dans mon couple, je suis qui, moi, pour juger, on voit quand même que ça a tendance à faire perdurer la chose. Donc, on va voir un peu les explications, disons, plus sociologiques du phénomène. Mais premièrement, la plus grande explication pour ce qui est de maltraitance, surtout physique, et la négligence, c'est tout ce qui est norme sociale de tolérance à l'utilisation des sanctions physiques dans l'éducation des enfants. En gros, c'est normal de tapocher un peu son enfant dans l'éducation. Hein? Évidemment, comme je disais, les choses changent un peu. Moi, mon père, quand il était jeune, c'était les professeurs, c'était des sœurs dans le temps, mais c'était la fin des sœurs, qui avaient carrément des règles dans la classe puis qui pouvaient tapocher les étudiants. C'était normal, c'était absolument considéré comme ordinaire, qu'il n'y avait absolument aucun problème à ça. Puis mon père, comme peut-être plusieurs de vos, peut-être pas de vos pères, vous êtes un peu plus jeunes, là, mais peut-être vos grands-parents, peut-être, se sont peut-être déjà fait corriger avec la strap, comme on dit, avec la ceinture, et qu'ils se faisaient tapocher dessus. Et c'était absolument considéré comme étant normal, c'est de même qu'on éduque les enfants. Hein? Donc, ben, évidemment, quand on a ce discours-là sur, d'une part, le droit des enfants et comment est-ce qu'on éduque les enfants, nécessairement, dans une société, on va avoir tendance à maltraiter les enfants. En gros, aujourd'hui, on voit de la maltraitance quand, là, tenez-vous bien, auparavant, on voyait de l'éducation. Vous voyez un peu comment les choses évoluent quand on ne thématise pas les situations de la même manière. Donc,
Ces normes-là, ben, c'est un peu cette idée que ben, c'est un moyen efficace de résoudre les conflits avec les enfants. Tu as également la norme sociale qui fait que c'est mes enfants. Hein, cette idée-là de propriété des parents sur les propriété des parents sur les enfants, du droit de propriété, excusez-moi, des parents sur les enfants, cette idée que ça m'appartient, les enfants. Hein. Donc, dans les familles, disons, plus traditionnelles, tu as l'idée que l'enfant n'a pas nécessairement de droit. Vous avez peut-être déjà entendu des gens sur des commentaires Facebook de conversation. Hey, les jeunes à cette heure, hein, on ne peut même plus, ça a des droits. Puis, bon, vous voyez un peu le type d'individu que j'essaie de tracer, un peu, de manière caricaturale. Mais cette idée-là que les enfants ont des droits, c'est quelque chose de relativement nouveau dans nos sociétés. Hein. Ça ne fait pas si longtemps, autour des années 60, là, 70, avec l'invention, par exemple, de la DPJ, hein, même un peu plus tard. Donc, c'est dire que les enfants ont des droits et que, excusez-moi, dans les familles traditionnelles, que les enfants n'ont pas de droits, qu'ils sont la possession des parents. Je peux en faire ce que je veux, c'est mes enfants, c'est moi qui décide. Et également, des valeurs plus traditionnelles dans l'éducation des enfants. Hein, c'est normal de les battre, c'est normal de ces choses-là. Bien, nécessairement, collectivement, ça va permettre hein, le fait que la maltraitance, que nous, on considère comme étant la maltraitance, existe dans certaines sociétés. Hein. Donc, on voit un peu que c'est collectif et c'est social. Camille, tu voulais intervenir? J'ai vu que tu as... Vas-y. Est-ce qu'on pourrait dire que ça rapporte aussi une relation comme supérieure-inférieure entre parents-enfants, dans le sens que j'ai l'impression, tu sais, moi, j'écoutais mon père et ma mère me raconter, puis dans le fond, eux, quand ils étaient jeunes, ils avaient peur de leur père, parce que le père, c'était l'autorité, puis eux, ils étaient inférieurs. Tu sais, c'est comme le chef, puis eux, c'est les petits soldats, dans le fond. Exactement. Hein. C'est vraiment cette idée-là que dans l'attente d'une famille traditionnelle, c'est vraiment une pyramide. La pyramide, comme tu le soulignes, Camille, c'est le père pourvoyeur qui est au-dessus. Ensuite, tu as la mère, mais souvent, c'est le fils aîné qui est même un peu plus élevé que la mère, mais disons, dans les familles industrielles, hein, qui n'habitent pas en campagne, mettons, là, c'est souvent donc la mère qui va être ensuite, et ensuite, en tout dernier, les enfants. Tu sais, les enfants, c'est pas. Voilà. Tu sais. Puis, il faut quand même se rappeler que même au début du siècle, la mortalité infantile est particulièrement élevée. Tu sais, le fait de perdre des enfants par maladie, on remonte un peu au début du siècle, hein, on ne parle pas de la situation actuelle, mais c'était pratiquement normal d'en perdre au moins un. Tu demandais à vos grands-mères, peut-être pas, parce que vos grands-mères doivent avoir 60 à peu près, je pense, autour de ça. Non, plus que ça, en 70. Autour de ça, peut-être 70, peut-être autour même plus haut. Ben, peut-être même qu'eux en ont perdu également des enfants. Ben, moi, ce que je suis génération où est-ce que ma grand-mère a 95. Là, fait que les autres, ils ont vraiment vécu le fait de perdre des enfants comme étant quelque chose de relativement normal. Donc, l'idée, donc, la vie d'un enfant, c'est précieux, puisqu'on en a beaucoup moins aujourd'hui. Il faut mettre ça le phénomène de la fécondité. On a moins d'enfants. On a également la notion de droit de l'enfant qui s'inclut. On a également l'idée d'une égalité, une tendance à l'égalité à l'intérieur des couples. On va avoir tendance à faire en sorte que, ben, c'est pas le père qui est le boss, comme autrefois dans une famille, disons, plus pyramidale. On a déjà plus de chances qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'interposer un peu, hein, la mère à ce niveau-là. Donc, on a vraiment une transformation de la famille et du rôle que les enfants ont à l'intérieur des familles qui explique le fait que dans les sociétés, disons, plus contemporaines, si on veut, on a beaucoup moins cet élément-là d'abus et de violence envers les enfants. Il y a également un autre élément aussi qu'on peut considérer, c'est le fait qu'auparavant, et dans les familles, disons, plus traditionnelles, la famille est vraiment fermée sur l'extérieur. En gros, on ne veut pas d'intervention de l'extérieur. C'est ma famille. Il n'y a personne qui va me dire comment élever mes enfants puis comment gérer mes affaires dans ma maison. Hein? Vous avez déjà souvent entendu ce genre de phrase-là. Eh bien, on est davantage dans l'ordre d'une mentalité plus traditionnelle de la chose. Et quand j'ai ce type de raisonnement-là, ben, il n'y a personne qui peut dire que ce n'est pas correct, ça n'a pas de sens, il y a quelque chose qui pose problème. Et même que souvent, les familles plus traditionnelles, les enfants vont, et souvent la femme également, vont s'assurer que de garder l'image de perfection du père par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, à quelque part, parce qu'il se pourrait être un modèle en haut de la pyramide pour ce qui est des relations avec les autres. Hein. Donc, on est dans une famille contemporaine, mais il y a souvent des relents un peu de famille traditionnelle, par exemple, dans chacune des familles, à des différents niveaux. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est toujours de l'abus physique. Par exemple, moi, j'ai vraiment senti que, par exemple, mon père, ben, c'était vraiment
on est de la main-d'œuvre. Hein? C'est vraiment cette idée-là, là, que les enfants, c'est de la main-d'œuvre. Puis, à quelque part, c'est pas les autres qui vont les dire comment faire à la maison. Il ne nous a pas battus, c'est pas l'idée. Encore je dis, c'est pas toujours blanc ou noir, ou exactement comme ça. Mais on voit qu'il y a des relents de ça. Hein? Que c'est lui qui se considère encore quelque part comme le boss. Même si ma mère gagnait 2 fois son salaire, c'est quand même lui, dans sa tête, du moins, qui était le vrai salarié pourvoyeur. Vous voyez un peu cette espèce de mélange entre famille contemporaine, si on veut, et plus traditionnelle. Mais l'idée de comment est-ce qu'on considère les enfants, comment on éduque les enfants, a énormément d'influence sur bien, la maltraitance, les occurrences de maltraitance à l'intérieur d'une société. Et là, je vais faire un peu frémir sûrement Camille. Il y a l'article 43 du Code criminel qui est toujours en vigueur en ce moment, hein, qui dit, et là, attachez-vous bien, tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère est fondée à l'employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Cette force raisonnable ne peut être utilisée que dans le cadre de ses responsabilités face à l'enfant. En gros, légalement, on a encore le droit de tapocher un peu ses enfants dans la mesure que la violence demeure dans l'ordre du raisonnable. Le législateur n'a pas cru bon d'interdire la violence faite envers les enfants. Donc, selon l'article 43, c'est légal encore aujourd'hui de donner la fessée, par exemple, aux enfants, dans la mesure du raisonnable. Vous voyez, mais quand même, ça veut dire que même dans les CPE, à l'école primaire, c'est encore en légal, si on veut, de serrer le bras, de taper les fesses, de brasser un petit peu. C'est encore une fois légal tant que ça demeure dans l'ordre du raisonnable. Donc, on voit encore que dans le droit lui-même, on n'a pas encore fait le saut totalement avec c'est un être qui possède l'entièreté de ses droits comme un adulte, même s'il s'agit d'un enfant. Donc, on a un peu cet élément-là qui explique la situation. Deuxième élément qui explique également la maltraitance, hein, si on veut, que peut subir les enfants. Ben ici, je l'ai en juste quelques statistiques, par exemple, sur l'utilisation de la violence par les parents, par exemple. Eh bien, j'avais vu que dans une étude de 2013, excusez-moi, les châtiments corporels étaient utilisés par 48 des parents en 99, 43 en 2004 et 35 en 2012. Alors, donc, on voit un peu que ça existe encore, le recours à la violence et au châtiment corporel pour l'éducation des enfants. Mais on voit que ça a diminué et quand même, en 12 ans, là, on est passé de 35 à, excusez-moi, de 48 à 35 Vous vous dites sûrement, écoutez, c'est quand même inacceptable. 35 en 2012, on peut quand même voir que ça a sûrement baissé depuis. Mais on voit que collectivement, socialement, il s'est passé quelque chose parce que d'un point de vue disons, sociologique, on regarde sur le long terme, c'est assez rapide quand même comme évolution, même si, évidemment, ça nous pose quand même problème. On voit que de plus en plus, les parents utilisent les stratégies comme le retrait de privilèges et la communication non violente, hein, de plus en plus qu'auparavant, chose qui n'existait pas nécessairement auparavant. Là-dessus, on peut remercier toute l'armée de psychologues et de psychoéducateurs hein, qui ont travaillé là-dessus, évidemment. 49 des enfants ont vécu 3 épisodes ou plus d'agressions psychologiques durant la période à étudier. Donc, les enfants ont quand même, hein, la moitié d'entre eux, vécu des formes de violence au cours de ça. Mais on voit quand même que les agressions psychologiques ont diminué un petit peu. Donc, les choses semblent quand même s'améliorer. Toutefois, comme je vous disais un peu plus tôt, avant, les enfants, on les perdait en raison de maladies et des problèmes d'insalubrité et d'hygiène publique. Pas d'hygiène des gens, c'est l'idée qu'il n'y avait pas d'égout, il n'y avait pas de système. Vous voyez un peu l'idée. Hein? Tandis qu'aujourd'hui, on voit que 40 des bébés qui meurent, ce n'est pas à cause de maladies, c'est en raison de la violence de leurs parents. Donc, 40 des bébés qui meurent dans la province, ce n'est pas la mort subite du nourrisson, ce n'est pas ces choses-là, non, c'est vraiment en raison de leurs parents. On a toujours environ 30 000 enfants qui sont pris en charge par la DPJ jusqu'à l'âge de 18 ans et qu'on a quand même eu en 2018 69 000 signalements à la DPJ pour les enfants, ce qui est quand même absolument énorme, qui est évidemment ce qui sous-évalue l'ampleur du phénomène, dans la mesure où ce n'est pas tout le monde qui peut aller, dans le fond, est signalé pour la DPJ. Et on sait que malheureusement, la DPJ a eu des pratiques assez moyennes qui ont fait en sorte que plusieurs personnes ont moins tendance à vouloir signaler les enfants à la DPJ. Donc,
c'est un peu ça qui est embêtant avec la DPJ en ce moment, ça diminue le nombre de signalements à ce niveau-là. Autre élément qui peut expliquer quand même la maltraitance des enfants, l'environnement social, mais surtout la précarité économique. En gros, on voit un peu que, comme on a vu un peu, hein, la défavorisation est associée avec un ensemble de problèmes de santé physique, psychologique, sociale, mais également, même avec les dents, on avait vu, hein, ça posait également problème. Mais on avait vu également que c'est les... excusez-moi, juste bouger mon truc ici. Mais c'est vraiment l'idée que quand j'ai déjà disons, des vulnérabilités et que j'associe ça à la précarité, et là, il y a plus de tendance qu'il y ait des moments de maltraitance. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir un peu les facteurs de risque, si on veut? Bien, le jeune âge des parents et le faible niveau de scolarité des parents, hein, qui est souvent associé au fait d'avoir moins de, si on veut, moins d'aptitude et d'habilité parentale quand on a un enfant très, très tôt. Hein. On est même des fois, encore une fois, soi-même un peu fin d'adolescent dans certaines situations. Le logement, également, qui peut poser problème. Si on veut qu'on... Ben, je vais parler en gros, franchement. Hein, quand vous habitez dans un appartement scrap dégueulasse, que vous avez une job de scrap également, on va dire franchement les choses, et que vous n'avez pas beaucoup d'espoir à améliorer votre situation et qui fait 35 dans l'appartement et que j'ai un indice humidex de 42 et que votre enfant crie pleure, excusez-moi, depuis 3 heures, il y a quand même des chances que malheureusement, ça soit associé à plus de problèmes de maltraitance des enfants que si je suis dans un quartier favorisé, l'air climatisé, avec des bons emplois, j'ai eu mes enfants un peu plus tard, j'ai eu le temps et l'argent également d'avoir des intervenants, d'avoir lu des livres sur le développement des enfants. Vous voyez un peu l'idée comment le contexte peut également amener ces situations-là. Ici, on essaie d'expliquer les situations et non pas de les justifier. Hein? C'est vraiment deux éléments qui sont quand même absolument différents. Donc, c'est l'idée un peu hein, que quand on est déjà dans des situations difficiles de vie, même sans les enfants, et qu'on ajoute des problèmes avec les enfants, mais nécessairement, ça a tendance à exacerber les situations où la maltraitance des enfants pourrait être présente. Également, hein, pour ce qui est de l'environnement social, ben, d'avoir été, si on veut, victime de violence lorsqu'on était plus jeune, et également la violence conjugale qui peut s'ajouter à tout ça, ça peut, encore une fois, créer, disons, si on veut, la bombe parfaite pour qu'il y ait véritablement des problèmes de violence à l'intérieur de la famille. Alors donc, on a deux grands phénomènes. Ce n'est pas tant les monstres. On pourrait dire l'environnement social de la famille et également les normes sociales quant à l'utilisation de sanctions physiques dans l'éducation des enfants. Alors donc, on a vraiment ces deux gros trucs-là qui sont essentiellement sociales et culturelles, qui expliquent la maltraitance des enfants. Et on voit d'ailleurs que les choses évoluent avec le temps, donc il y a quelque chose de social derrière ça. Et maintenant, on va passer à la violence conjugale. Hein, si on veut continuer dans la bonne humeur, eh bien, il y a quand même quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on a toujours l'idée dans nos sociétés que l'égalité des sexes est arrivée. Il n'y a plus de problème. Hein. Des fois, même qu'on pense un peu aux personnes, ben non, c'est correct l'égalité des sexes, même que des fois, les femmes vont trop loin dans leurs revendications. Mais ce qui fait en sorte que la violence conjugale est considérée comme étant tabou. En gros, c'est tellement arrivé, supposément, l'égalité des sexes que ben, la violence conjugale, ça n'existe plus. C'est une affaire d'une autre société où on va repousser ça dans « ça doit être les immigrants ». On va voir un peu que le portrait n'est absolument pas celui que l'on pense. Hein. Ben, qu'est-ce qu'on voit un peu, c'est que c'est difficile de dénoncer cette forme de violence-là pour la victime elle-même, et on va voir un peu que le cycle de la violence conjugale va complexifier justement les sorties possibles pour ces individus. On va aborder un petit peu, mais rapidement, parce que souvent, les masculinistes ont tendance à ramener ça sur le plancher, et qui ont tendance à évacuer tout le débat. Bref, vous allez voir ce que je m'en vais. Il y a effectivement les hommes qui sont victimes de violences conjugales. Les statistiques font en sorte qu'on est autour de 5 hein, mais ça reste véritablement un phénomène dans lequel on voit que c'est les hommes qui sont les agresseurs et les femmes qui en sont victimes d'une manière écrasante au point de vue de la statistique. On est autour de 96 environ des femmes qui sont les victimes de la violence conjugale et que c'est leur
souvent c'est leur ex ou leur chum qui est l'agresseur dans ces situations-là. Mais on va quand même évoquer l'histoire des hommes. Il y a quand même quelque chose que souvent on refuse de le croire. On se dit, ben, tu as le choix de défendre, hein, ta bonne femme, voyez un peu l'idée, hein, ce genre d'argumentaire-là. Mais surtout que pour la personne, le garçon aura moins tendance à dénoncer les cas de violence conjugale dans la mesure où c'est une menace à sa masculinité. Hein? C'est là qu'on a vu dans le cours du genre. Dire, moi, je suis un gars, je suis viril, je prends ma place, je ne me laisse pas faire. Bien, nécessairement, quand cette personne est victime de violence conjugale, ben, c'est son identité sociale qui est profondément mise en péril par une possible dénonciation de cette violence-là. Donc, on a tendance à moins le dénoncer. Quelques constats, on va aborder davantage quand même. La socialisation genrée, mais surtout la socialisation très traditionnelle, stéréotypée, a énormément d'influence sur la violence conjugale, mais également sur la reproduction des conditions de possibilité de cette violence-là, le fait qu'on la transmette de génération en génération, et également les conditions socio-économiques ont énormément d'influence. On va l'aborder dans quelques instants. Mais on retient, on considère ça comme tabou et pourtant ça existe. Et enfin, la socialisation et les conditions socio-économiques ont énormément d'importance dans ce qui est la violence conjugale. Quelques chiffres. Commençons par quelques chiffres. C'est les dernières stats que j'ai. Hein? C'est-à-dire que les statistiques, on ne les fait pas en permanence. Même qu'on va avoir des nouveaux chiffres là, avec le recensement qui s'en vient. C'est pas cette année, mais bref, on verra. C'est aux 4 ans. C'est pour ça que c'est en 2016. Mes chiffres, c'est les derniers chiffres qu'on a disponibles. Selon les données du ministère de la Santé publique, la violence conjugale, évidemment, on a vu, c'est avant tout destiné envers les femmes. En 2014, au Québec, hein, on a signalé, hein, c'est-à-dire qu'on a appelé la police. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le cas. 17 746 infractions. 86 du temps, c'était des femmes qui étaient les victimes. 14 c'était des hommes qui étaient victimes de violences conjugales. On va voir un peu plus tard, mais on n'est pas victime des mêmes types de violences en fonction de notre genre ici. Les plus touchés, et c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est que c'est les groupes de 18 à 39. Hein, c'est les plus jeunes qui ont le plus de violences conjugales. Quand même, 90 des cas, dans ces cas-là, ce sont des femmes. Dans le 12 à 17 ans, même ça diminue un petit peu, mais quand même, excusez-moi, j'ai fait une erreur ici. Hein. 18-39, j'en ai moins qu'avant, c'est surtout des femmes, 90 mais ça augmente chez les 12 à 17. En gros, les plus jeunes, c'est également ceux qui sont le plus souvent victimes de violences à l'intérieur de leur couple. C'est quand même triste, c'est quand même dommage, mais on voit quand même que grosse augmentation chez les jeunes couples de 12 à 17 ans. Et là, c'est 92 des cas, ce sont les femmes qui sont les victimes de la violence conjugale. Toutefois, ici, j'avais mon 17 746, très sous-estimé. On estime environ le quart des victimes qui signalent la violence, les événements à la police. Donc, on peut faire un x4 à ces chiffres-là ici environ. Donc, je vais être autour de 80 000 infractions par année. C'est quand même absolument énorme à l'intérieur de nos sociétés. Ce qu'on constate, c'est que violence conjugale, je regarde mes chiffres, dans les communautés culturelles versus les Canadiens, qu'on va dire de souche. J'aime ce terme-là parce que vous avez vu, j'ai expliqué quelques cours que je ne suis même pas un de souche. Ça me fait quand même rigoler. Mais c'est là, disons, les Canadiens de naissance, si on veut qu'on pense blanc, catholique et francophone ou anglophone. Eh bien, on voit qu'il n'y a pas de différence au point de vue de la prévalence de la violence conjugale. Donc, ça ne semble pas être des différences culturelles, si on veut. Il y a l'air d'avoir quelque chose d'autre qui explique la situation. Depuis 1989, vous avez sûrement vu tout le mouvement Idle No More, par exemple, avec les mouvements autochtones, par exemple, avec la violence destinée, dont les femmes autochtones étaient plus souvent victimes qu'autrement. On estime environ, à peu près, depuis 1989, 1500 femmes qui ont été assassinées par leur conjoint ou par leur ex-conjoint. Et ce qu'on a justement, le mouvement qu'on appelle en ce moment de féminicide. En gros, c'est parce qu'elles étaient femmes qu'elles ont été tuées, ces personnes-là, hein, dans une relation de dépendance à l'intérieur du couple et de rapports de pouvoir également. Hein. Donc, ce n'est pas un étranger, c'est véritablement leur conjoint ou leur ex-conjoint qui sont justement les agresseurs dans ce type de situation-là, dans un phénomène qui touche, comme on l'a vu, quand même majoritairement les femmes plutôt que les hommes.
même si les hommes sont quand même victimes de violences conjugales dans une certaine mesure. On va quand même l'aborder, hein, mais plusieurs formes de violence. Violence conjugale, qu'est-ce qu'on pense le plus souvent? C'est violence physique, violence sexuelle. C'est souvent les deux seuls auxquels on pense les plus souvent parce qu'ils sont plus médiatisés, surtout. Violence psychologique, ben, c'est tout ce qui est violence verbale, plus subtile, plus insidieuse comme forme de violence. Souvent, des propos méprisants, une volonté de dévaloriser l'autre également, et de la violence psychologique. Bien, il y a aussi toute l'idée de l'isolement social, vouloir contrôler les sorties, les fréquentations de sa ou de son partenaire. En gros, ah, j'aime pas ça quand tu vas voir eux autres, il me semble que ne sont pas faits avec moi, ils n'ont pas une bonne réputation. Bon, vous voyez un peu l'idée de vouloir contrôler l'autre individu, de vouloir limiter, de vouloir isoler à quelque part sa victime de son entourage, de ses amis, de sa famille. C'est quelque chose de caractéristique que l'on aperçoit dans la violence conjugale. Dans la violence psychologique, il y a également la notion, vous allez être un peu surpris, violence sur les objets, fessés dans les murs et de se venger sur les animaux, fait également partie de l'arsenal si on veut, d'action que les personnes qui est absolument ici l'agresseur vont avoir tendance à utiliser pour contrôler sa victime. Violence verbale, absolument, c'est la plus banalisée. Hein, souvent, c'est des insultes, le fait de crier, d'humilier, des chantages, des menaces. Bref, tout ce qui est vraiment dans l'ordre du verbal, le plus souvent, malheureusement, banalisé. Et qu'on dit habituellement, on fait des combos. Hein? Les agresseurs font des combos. Ils ne vont pas juste utiliser un seul type de violence. Ils vont prendre un paquet de ces éléments-là. Les violences verbales, justement, comme je vous disais, c'est la plus souvent banalisée parce que, ben, hey, c'est pas supposé faire mal, c'est juste des mots. Vous le savez, vous êtes quand même la génération qui a eu beaucoup de sensibilisation à ce niveau-là, même si statistiquement, on voit que ça ne rentre pas là, de manière totale dans l'ensemble de la population, qu'on a quand même des chiffres assez élevés quand même de violence conjugale, mais quand même, toute la violence verbale fait partie des formes de violence. Violence physique, souvent, c'est celle la plus médiatisée, c'est celle auquel on pense le plus spontanément. Donc, ce qui est coups, bousculades, brûlures, même morsures, contraintes physiques, et dans les cas extrêmes, des homicides, mais qui sont les cas extrêmes des homicides. Hein, il faut s'enlever de l'idée que ben, s'il n'y a pas eu d'homicide, ce n'est pas vraiment violence conjugale. S'il n'y a pas eu violence physique, ce n'est pas vraiment violence conjugale. La personne peut utiliser la violence psychologique, verbale, sexuelle et économique, et c'est de la violence conjugale, même si on n'a pas juste la violence physique qui est, excusez-moi, utilisée. Les deux dernières violences sexuelles, c'est quelque chose d'assez dérangeant à savoir que c'est uniquement dans les années 80 hein, que la notion de viol conjugal a fait son apparition. En gros, avant, il y avait l'espèce de modèle dans les familles traditionnelles. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression le devoir conjugal. En gros, on est en couple pas nécessairement parce qu'on aime, parce qu'on s'aime, on est en couple parce qu'il faut avoir des bébés. Donc, à ce moment-là, les femmes devaient se soumettre au désir masculin, hein, de l'irrépressibilité masculine qu'on attend encore quelquefois, hein, la même irrépressibilité qui empêche les femmes de porter des bretelles spaghetti. C'est un long débat dont on a déjà abordé dans les derniers cours. Mais on voit un peu cette idée-là que traditionnellement dans la famille, ben, déjà les enfants n'avaient pas de pouvoir, pas de droit, ça on l'a déjà un peu évoqué, mais également la femme avait un rapport qui était de soumission à l'intérieur du couple, mais également devait se soumettre au devoir conjugal. En gros, un viol à l'intérieur d'un couple, mais surtout à l'intérieur d'un mariage, ça n'existe pas légalement avant les années 80. Avant, c'est même pas une offense juridique. Donc, vous voyez un peu ce que je veux aller avec ça. Donc, on voit un peu que c'est culturellement et c'est socialement que ça change, ce qui pose problème à l'intérieur des couples, et que c'était très, très tardif. Et on voit encore que ben non, c'est pas vraiment une forme de violence sexuelle, c'est pas vraiment une forme de violence conjugale, même s'il me force un petit peu puis ça me tente pas trop, ben, c'est quand même définitivement une forme de violence sexuelle. Et c'est elle qui est assez présente dans les plus jeunes couples. On parle d'agression à touchement, c'est ceux auxquels on pense le plus spontanément. Mais regardons un peu qu'est-ce qu'il y a sous l'eau dans l'iceberg. L'imposition de pratiques sexuelles non désirées, d'actes
qui ne sont pas désirés non plus, l'harcèlement, l'intimidation, la manipulation, hein, comment on va faire un trip à trois, comment, même si la personne ne s'étend pas, c'est une forme de violence sexuelle. Hein. C'est pas parce que la personne finit par dire oui, parce qu'elle se sent un peu coincée, qu'elle n'a pas vraiment le choix, qu'on n'est pas du tout dans la violence sexuelle. Le dénigrement sexuel, la coercition sexuelle et reproductive. Hein, si on veut obliger quelqu'un d'avoir un enfant, ça rentre, encore une fois, dans une forme de violence sexuelle. Et c'est véritablement la plus taboue, la plus cachée, celle que l'on parle absolument pas. Hein? Puis là, c'est bien parce que les langues se sont un peu déliées avec tout le mouvement d'agression dénoncée, de hashtag MeToo, mais moi, j'ai de mes amis qui m'ont raconté qu'ils avaient été victimes de violences sexuelles dans leur couple et qui commencent même pas à le dire, mais à vouloir se l'admettre elles-mêmes qui ont été victimes de violences sexuelles à l'intérieur de leur relation. Hein. Et souvent, c'est plus jeune, parce que les plus jeunes qu'on voit un peu dans les règles d'homogamie, on a vu un peu ça, souvent le garçon va être un peu plus vieux que les femmes à cet âge-là, dans les couples, en disons 20 ans, 18 ou 21, 17, vous voyez un peu l'idée, et souvent un rapport, si on veut, de pouvoir à l'intérieur du couple qui va s'installer. Et souvent, on voit que la violence sexuelle, c'est le terreau absolument fertile, absolument génial pour ce type de violence-là. Il y en a qui me racontaient, qui disaient, tu sais, moi, mon chum, il m'obligeait à avoir du sexe à chaque jour. Là. J'avais comme pas vraiment le choix. Puis, tu sais, je disais pas non, mais il me demandait pas si ça me tentait non plus. Toute la notion de consentement qu'on a vu dernièrement, qui est même considérée par certains, même dans mon entourage, des plus vieux, hein, pour eux, consentement, ça pose problème. Ça va comme à l'encontre du romantisme dans leur esprit. Vous voyez un peu l'espèce d'esprit un peu tordu. Je ne suis sûrement pas le premier qui vous raconte ce genre de choses-là, hein, qui se partagent dans l'idée de certains individus. Oh, je ne vais pas commencer à demander quelqu'un avant de l'embrasser, avant d'y pogner un sein ou de, tu sais, on est dans un couple. Ça veut dire qu'on consent comme d'avance à tout ce qui se passe. Eh bien, non, évidemment. C'est tout un ensemble d'éléments qui sont considérés comme des formes de violence sexuelle à l'intérieur d'un couple. Autre élément, évidemment, la violence économique. Hein? L'idée de contrôler l'économie de l'autre, de contrôler ses dépenses, de contrôler, par exemple, l'idée classique de ben, tu fais de l'argent, mais tu vas me redonner ton chèque de paye parce que je vais gérer les dépenses du couple. Hein? Mais c'est une forme de violence économique. Toujours dans l'idée que les agresseurs, hein, dans une logique de violence conjugale, vont vouloir couper les liens des individus en violence sociale, qu'on avait vu, mais également de vouloir rendre l'autre dans une relation de dépendance économique. Et c'est pour ça que je vous disais, dans les familles traditionnelles, disons, il y a plus de chances qu'on voit un peu ça dans pas les familles traditionnelles, dans les couples plus traditionnels dans leur manière de fonctionner, où est-ce que j'ai l'idée du salarié pourvoyeur et de la femme qui va rester à la maison, bien, j'ai une relation de dépendance économique. Tu vas aller où si tu veux le quitter? C'est un peu le problème qu'on a associé à ce type de violence-là. Donc, violence économique, c'est vraiment l'idée de vouloir instaurer une dépendance financière de un envers l'autre. Des fois, on peut se mettre ensemble, puis que ce n'est pas un problème. Je veux dire, puis, bon, c'est pas parce qu'on met tout notre argent en commun que c'est de la violence économique, là, vous en conviendrez bien, tu sais. Mais c'est quand on veut vraiment instaurer une forme de dépendance, évidemment, là, on est vraiment dans une forme de violence économique. Ici, il faut séparer deux choses qui souvent, malheureusement, sont vues de la même manière par les personnes qui sont victimes de violences conjugales, chicane de couple et violence conjugale. Chicane de couple, ça arrive des fois qu'on se chicane avec notre partenaire. Il va y avoir des paroles, des attitudes, même des gestes qui vont dépasser ce qu'on voulait faire. Et peut-être même qu'il va y avoir un effet même des fois excusez-moi, comment dire ça, une forme de violence verbale, par exemple. Ça peut arriver à l'intérieur des couples, mais toutefois, à la différence de la violence conjugale, il y a toujours une liberté de réaction chez l'autre. La personne peut toujours répondre, peut toujours quitter sans avoir peur de subir d'autres formes de violence. Et surtout, l'intégrité, à la fois physique, psychologique, sexuelle, sociale, bref, sexuelle également, n'est pas compromise par cet événement-là. Donc, on est dans le chicane de couple, ça arrive qu'on peut chicaner, ça arrive qu'on est frustré, ça arrive des fois qu'on peut même être des propos dénigrants envers l'autre. Hein, mais le but n'est pas justement de dominer littéralement l'autre individu.
À la différence, justement, de la violence conjugale, les moments de violence font vraiment partie du couple. Hein, on est des passionnés, nous autres, on se gueule puis on se chicane tout le temps après. Vous n'êtes pas des passionnés. Vous êtes sûrement dans un cycle de violence conjugale. Il y a vraiment une volonté de contrôle de l'autre, de vouloir une prise de pouvoir sur l'autre personne. On a vraiment l'idée des cycles de violence conjugale qui s'installent. On va l'aborder dans quelques instants. Mais surtout, pour les distinguer, on voit très bien que une des deux personnes a peur et se sent impuissante à l'intérieur de la relation. Donc, on n'est vraiment plus dans la chicane de couple, mais véritablement dans la violence conjugale. Hein. Et un autre élément aussi que tu vas amener, des fois, on entend l'idée que les actes de violence, par exemple, fesser dans un mur, lancer des objets, attaquer même l'autre, parfois, ça va être thématisé sous une perte de contrôle. J'ai perdu le contrôle. Mais comme on le voit très bien, ce n'est pas une perte de contrôle, c'est une volonté de prise de contrôle à l'intérieur de la relation. Donc, quand le partenaire fesse dans les murs pour faire des trous dans le Jeep-Rock, c'est pas parce que hey, cette fois-là, il avait bu un petit peu puis il a perdu un peu le contrôle. Non, c'est véritablement une volonté de prise de contrôle à l'intérieur de la relation de couple. Hein. Donc, on doit quand même se méfier de ce type de choses. Et c'est ça ici, hein, le fameux cycle de la violence conjugale. Comme on voit pourquoi la personne tombe dedans, on dit, ben moi, je ne tomberai jamais là-dedans, franchement. J'ai une bonne famille, j'ai été bien éduqué, hein, je me respecte. On voit que c'est la dynamique qui s'instaure entre les deux individus qui va causer des éléments de violence conjugale. Au début, c'est un peu le truc assez classique, la fameuse lune de miel, tout est parfait, hein, l'espèce de cliché de jeter, acheter des fleurs. Hein. Bon, on est un peu là-dedans. Hein. Les petits dîners au resto, etc. Donc, relation de couple normale qu'on aimerait bien avoir. Et ici, on a une escalade de la violence, c'est-à-dire qu'il y a des moments de frustration, de tension qui vont s'instaurer et qui vont arriver à un épisode de violence. Hein. Donc, lune de miel, escalade de la violence, explosion de la violence dans un épisode de violence. Et ensuite, parce que tu sais, les personnes sont victimes de violence conjugale ne sont pas moins bien faites, si on veut, psychologiquement que vous et moi, hein? Mais c'est comment ça s'instaure après moment de réconciliation, lune de miel. Je m'excuse. Ben, il y a des très bonnes campagnes de sensibilisation qui passent à la télévision là-dessus, là, mais on va aller au restaurant, je t'achète des fleurs, je m'excuse, je suis vraiment déçu, on va se faire un petit voyage à Cuba pour se réconcilier. Vous voyez un peu le genre de choses. Mais qu'est-ce qu'on voit, la dynamique qui est importante, c'est que les éléments de réconciliation sont de plus en plus petits, ils durent de moins en moins longtemps. On voit que la lune de miel diminue et on voit quand même que la violence elle, explose de plus en plus. En gros, on voit qu'il y a toujours une dynamique de lune de miel, escalade de violence, épisode violent. Lune de miel, escalade de violence. On voit un peu cette espèce de cycle-là qui s'instaure. Toutefois, on voit que la lune de miel, elle, diminue et les épisodes violents sont de plus en plus fréquents, de plus en plus dangereux pour la victime et sont suivis encore de plus petits mini moments de lune de miel. Donc, on voit vraiment cette dynamique-là qui s'installe. Ce n'est pas du jour au lendemain. Si on veut que ça s'installe, ces choses-là, c'est vraiment graduellement. Mais mettez ce mécanisme-là avec l'idée de la personne a de moins en moins de liens avec son entourage, est de plus en plus dépendante financièrement, se sent même parfois coupable de la situation. On va l'aborder dans quelques instants. Eh bien, c'est là que, on est dans une espèce de cercle vicieux de la violence conjugale. Ici, j'ai un peu l'équivalent de cette chose-là, mais placé différemment. On a vu un peu les deux premiers moments, hein, le premier moment et le deuxième avec ici l'agression. Mais lorsque c'est intéressant, ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il met à la fois l'agresseur et la victime. Comment est-ce qu'on ne voit pas la situation de la même manière? Lors de l'agression, bien évidemment, la personne va user de violence. Une des 5 types ou 6 types, j'ai oublié, de violence qu'on a évoqué un peu plus tôt. Mais la victime, elle se sent profondément humiliée, se sent triste, un sentiment de ne pas mériter ça, puis que c'est absolument injuste comme situation. Mais elle l'aime quand même. C'est un peu ça le truc qui est absolument vicieux dans la violence conjugale. Elle va finir, on va voir, à se sentir coupable parce que la personne va finir par se justifier. Je m'excuse, bon, on est dans le troisième moment, hein, il va se trouver une justification pour son comportement, l'alcool, souvent, la drogue, le stress par rapport au travail, par rapport aux enfants, n'importe quelle espèce de justification. On voit que ce n'est pas tant l'idée. Mais là où la personne commence à changer, la victime,
c'est qu'elle va vouloir comprendre les explications de l'autre, va vouloir l'aider à s'en sortir, mais surtout finit par changer sa propre perception de la situation. Et quelque part, est-ce que c'est pas moi qui a provoqué son comportement? Hein? Cette idée-là que c'est peut-être moi, quelque part, qui le fâche. Tu sais, dans le fond, c'est facile. Pour pas qu'il se fâche, j'ai juste à pas aller voir mes amis. J'ai peut-être juste à dire oui à ses demandes d'avoir des relations sexuelles. J'ai peut-être juste à, effectivement, y donner l'argent de la paye. J'ai peut-être juste, vous voyez un peu l'idée, c'est là qu'on est véritablement dans le côté vicieux de la relation. Ensuite, dernier moment, la réconciliation. L'agresseur va demander pardon, va parler de thérapie. La manière la plus vicieuse, c'est également de parler de suicide. Hein, là, c'est Jonathan qui vous parle, pas le prof, mais si vous êtes dans une relation où votre partenaire commence à parler de suicide après des moments d'agressivité, vous devez véritablement fuir ce type de relation, surtout à votre âge. Hein, on en convient. Mais le problème ici, c'est que la victime, elle, va lui donner une chance, va constater ses efforts, il est plus gentil, il se fâche moins qu'avant un petit peu, mais surtout, là, va changer ses habitudes. N'ira plus voir ses amis, n'ira plus voir sa famille, ne va pas faire ce qui le fâche, entre gros guillemets. Et là, on voit un peu qu'une relation qui, au début, commence par une lune de miel, c'est là qu'on rentre dans une espèce de spirale infernale, en quelque part, de violence conjugale qui n'est uniquement due à les processus d'interaction entre ces deux individus-là. Hein. Évidemment, dans une trame sociale qu'on va aborder dans quelques instants. Donc, c'est vraiment ce mécanisme-là qui entretient la violence conjugale. Bien, évidemment, sur les conséquences, bon, évidemment, les conséquences physiques, celles auxquelles on pense le plus spontanément, les conséquences également psychologiques. Hein? Donc, je prends les conséquences immédiates, bien évidemment, vous avez des signes physiques, des agressions, mais à plus long terme, crise de panique, même, ça peut aller jusqu'au suicide, hypertension, ulcère, fatigue chronique, surconsommation de médicaments, d'alcool et de drogue, état de stress permanent chez la victime. Donc, on voit que ça dépasse juste le fait de, bien, à un moment donné, ta brûlure, elle va partir, tes échymoses vont partir. On voit que ça a vraiment un grave problème aussi au point de vue psychologique à long terme. La violence psychologique, la même chose. Hein? La victimisation, l'idée de se sentir impuissante, la perte d'estime de soi, la perte de confiance en soi, la dépression, encore une fois, beaucoup de problèmes de santé mentale, des TOC, des phobies, des crises d'anxiété qui sont associés ici à la violence psychologique. Si je prends ici sur les conséquences sociales hein, excusez-moi, toujours une fois de la violence, bien, je peux avoir des pertes d'emploi, des pertes d'argent qui sont associées également, hein, parce que la personne victime de violence conjugale va vouloir commencer à s'absenter de son emploi, peut même vouloir ne pas y aller parce que son chum n'aime pas trop ses collègues de travail masculins. Vous voyez un peu l'idée, hein, comment on rentre dans ce type de dynamique-là. Et bien, à long terme, bien, rupture avec la famille, on peut même également se faire enlever les enfants hein, à la longue s'il y a des moments de violence conjugale. Donc, on a un peu tous ces éléments qui s'installent. Conséquences émotives, bon, la peur, la honte, culpabilité, tristesse, doute. Et enfin, conséquences sexuelles. Bien, il peut y avoir des problèmes de fausses couches également. On sait que les violences conjugales apparaissent le plus souvent lorsque la femme est enceinte. Hein. C'est vraiment un des premiers moments où est-ce que la violence conjugale va vraiment se manifester à l'intérieur du couple. C'est un peu difficile, mais de ton côté psychologique, ce serait un peu l'idée que je veux avoir toute l'attention sur moi et que l'enfant est quelque part un concurrent à mon attention de la personne en question. Donc, on a évidemment tout un ensemble de conséquences qui sont associées, conséquences sexuelles, émotives, sociales, physiques et psychologiques. Donc, ce n'est pas un phénomène de « Ah, depuis un petit bout, il se fâche un peu puis il donne des coups de pied, des coups de poing dans le mur. » On a vraiment définitivement un processus qui s'enclenche. Là, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi est-ce qu'il reste avec? Ah, c'est quand même la question. On se dit, ben, moi c'est sûr que je partirais. Ben, ça, c'est quand on n'est pas entré dans cette dynamique-là. Hein. Pourquoi? Ben, peur des représailles. Hein, on se dit, ben, ça va être difficile justement de quitter cet individu. On a peur d'avoir des représailles de cette situation-là. Également, le conjoint violent va avoir tendance à se présenter comme étant un surhomme qui sait tout, qui va te retrouver. Et dans les faits, c'est assez faux, hein, mais quand même, il y a ce mythe-là qui se construit à l'intérieur de la relation. Souvent, l'isolement social a bien fonctionné. C'est-à-dire qu'il a bien réussi à couper les liens avec la victime, avec le reste de son entourage. Donc,
vers qui aller. C'est un peu l'idée. Le peur du jugement, c'est encore une fois tabou, donc se reconnaître soi-même comme étant victime de violence conjugale, on a peur justement du jugement des autres, hein, ce qui est dommage à la mesure où aujourd'hui, il n'y a plus la réaction qu'on peut avoir dans les années 80, par exemple. Mais ici, à cause de la réconciliation, l'espoir constant que le conjoint va changer, il va changer, je le sais, il s'améliore. Il y a toujours cet élément-là. Quand il y a des enfants, l'idée de vouloir protéger la famille, hein, qui est très, encore une fois, famille traditionnelle, encore une fois. Hein, je ne vais pas le quitter, je ne veux pas briser la famille. Hein, mais la personne qui quitte, ce n'est pas lui qui brise la famille, c'est l'agresseur qui quitte, qui pose problème. Et enfin, dépendance économique. Bien évidemment, quand l'agresseur a bien réussi son coup à quelque part, la victime est totalement isolée et absolument dépendante économiquement de son bourreau. Hein. Donc, on voit que l'enjeu de séparation, c'est un long processus qui comporte certains dangers parce que bien souvent, l'ancien conjoint peut être agressif et peut mettre en danger la vie de son ancien partenaire. Et on voit d'ailleurs que chez les femmes, l'agresseur a souvent tendance à être l'ancien chum, à quelque part, qui, à quelque part, ne veut absolument pas laisser passer la chose. Les raisons combien de fois avant de quitter, justement, c'est assez intéressant. Habituellement, ça prend en moyenne entre 33 et 34 agressions et entre 7 à 8 départs. Tu sais, un mini-départ, là, je m'en vais chez ma mère, puis finalement, la personne revient. Bien, justement, on voit que ça prend quand même 7 à 8 fois en moyenne, hein, en raison de tout le cycle qu'on a vu qui s'instaure. Et vraiment, qu'est-ce qui pousse la personne vraiment à quitter? Savoir qu'il existe de l'aide. Il y a de l'aide qui existe. Hein, j'en ai quelques-unes à la fin du diapo. Reconnaître que quand ces gens-là commencent à s'apercevoir que la violence conjugale ne m'affecte pas juste moi, mais aussi une répercussion sur les enfants. Souvent, c'est à ce moment-là que les personnes ont tendance à vouloir quitter. Et surtout, ben, à un moment donné, la violence physique, surtout, ou non, même pas, toutes les formes de violence, il y a comme un seuil que les individus sont capables, si on veut, en gros guillemets, là, de tolérer. À un moment donné, c'est juste que ce seuil-là est tout simplement dépassé et la personne va tout simplement quitter. Donc, on voit vraiment que c'est un long processus qui est quand même particulièrement, qui peut sembler difficile, mais le fait d'avoir un réseau de soutien, le fait de savoir qu'il existe de l'aide, évidemment, ça va nécessairement aider ces personnes. Un facteur explicatif, hein, ici, ça achève bientôt le cours hyper déprimant que je vous présente aujourd'hui, mais quand même important, vous en conviendrez. Facteur explicatif, encore une fois, on essaie d'expliquer, non pas de justifier les comportements, hein, mais on essaie d'expliquer, rentrons dans l'intériorité de la personne. Ben, on a un peu évoqué avec la violence envers les enfants, cette espèce de patriarcat, hein, cette idée que c'est les boss, c'est les hommes, c'est eux les boss à l'intérieur de la famille, à l'intérieur également du couple, et de même qu'en emploi, mais ça, on a déjà discuté dans les cours sur différenciation genrée. Donc, l'idée un peu qu'à l'intérieur d'un couple, c'est le gars qui décide, c'est lui qui conduit le char, c'est lui qui prend les grandes décisions, c'est lui qui a un droit de veto à quelque part. Bien, ça, c'est des manifestations du patriarcat. Pour beaucoup de gars, être un gars, c'est quoi être un gars? C'est de s'imposer physiquement, de faire valoir ses droits, ses privilèges, hein, d'être viril et fort. Bien, nécessairement, quand ça se passe dans le terrain des relations, bien, souvent, ça va passer par la domination, la possession et le contrôle. Et comme je dis ici, ça a l'air d'être des dimensions psychologiques. Mais on voit que non, c'est vraiment la manière par laquelle on conçoit masculinité et féminité qui pose problème. Et c'est parce qu'à ce niveau-là, ça s'améliore un petit peu depuis quelques temps quand même. On voit que ça a tendance à diminuer, hein, mais pas pour des raisons psychologiques. Donc, on a un peu cette idée-là, hein, les normes culturelles qui favorisent la domination masculine. C'est lui le boss à l'intérieur du couple. Autre élément, la socialisation différenciée. On a un peu déjà vu cet élément-là dans la socialisation genrée, mais la violence de certains hommes peut être rattachée à un type d'éducation masculine, hein, l'idée de faire preuve d'agressivité comme une manière de régler les conflits. Également, de vouloir conserver le pouvoir par la force. C'est-à-dire qu'être un gars, c'est de conserver le pouvoir, mais par la force également, comme dimension de la masculinité.
évidemment, ça pose problème. Et sur le côté des victimes de violence, ben, disons, ceux qui ont des valeurs, disons, plus traditionnelles vont avoir tendance, par leur socialisation, à se considérer comme étant naturellement dépendantes des hommes, soumises à ces derniers, mais surtout principales responsables de la sauvegarde de la famille. Je dois m'assurer de la sauvegarde de la famille, je vais donc assumer un certain niveau de violence conjugale pour ne pas briser, comme on dit, le milieu familial. Mais dans les cas de violence conjugale, ce qu'il faut dire à ces femmes-là, c'est que le nid familial est déjà brisé. Hein? Donc, il est mieux de quitter pour ton bien et pour celui de tes enfants. Donc, la notion de dépendance et de soumission, c'est véritablement considéré comme des facteurs de risque à l'intérieur de la violence conjugale. Et enfin, de se sentir comme responsable de la violence et l'idée de je dois aider mon mari à gérer, en gros guillemets, sa colère. En gros, ce qu'on appelle le caring, l'idée de porter assistance à, qui est très associée à la féminité plus traditionnelle, c'est associé à une plus grande propension d'être victime de violences conjugales. Hein, l'idée de je dois m'occuper des autres, je dois m'occuper de mon mari violent, je suis davantage soumis et dépendant des hommes. On n'est plus dans le caring, mais quand même, on voit que c'est associé à une plus grande propension à être victime de violences conjugales. Quelques facteurs de risque hein, pour les hommes et femmes. Les hommes, stress continu associé à l'emploi, les relations conjugales, les difficultés financières et la toxicomanie. On a trouvé par enquête qu'effectivement, ça a un rôle à jouer comme facteur de risque. Un rôle masculin stéréotypé, ça revient quand même, mais souvent, la faible scolarité, étonnamment. Pourquoi? Parce que c'est associé souvent à des emplois, à une situation économique et financière plus précaire. Donc, évidemment, on a vu un peu que c'est associé avec le milieu social. De même que le passé marqué par la violence en milieu familial serait des facteurs de risque chez les hommes. Chez les femmes, l'isolement social et la dépendance économique, hein, l'idée d'être femme au foyer qui occupe des emplois peu rémunérés et peu scolarisés, c'est associé à une plus grande propension à être victime de violences conjugales. Forte adhésion au rôle féminin stéréotypé. Et enfin, les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles au cours de leur enfance ou témoins de la violence, dont ont été témoins de la violence destinée vers leur mère, ont également plus tendance que les autres à être également victimes de violences conjugales. L'apprentissage social de la violence, l'idée de je considère que c'est comme ça que se fait une relation de couple normale, ça s'apprend quelque part. Hein, donc, parfois également dans l'enfance. Autre facteur, les conditions de vie difficiles, j'ai déjà un peu évoqué, hein, ce sont pratiquement les mêmes que ceux de la maltraitance, évidemment, à ce niveau-là. Je ne vais pas passer trop vite, on a déjà évoqué pas mal pour la maltraitance des enfants. Et j'ai ici également évoqué un dernier élément sur la population immigrante. Mais c'est un peu, je vous disais un peu plus tôt, hein, on ne voit pas vraiment une différence. Le fait, c'est d'être plus dans des rôles stéréotypés. Mais les immigrants ne sont pas plus stéréotypés que la majorité des Canadiens de naissance, si on veut. Hein. Ça dépend vraiment de la classe sociale et c'est tout ça qui joue à ce niveau-là. Toutefois, le problème, c'est que c'est plus difficile pour les femmes victimes de violences conjugales lorsqu'elles sont immigrantes. Pourquoi? Leur capital social est un peu plus faible. Ils n'ont pas de réseau de relations. À ceux qui viennent d'arriver, hein, il n'y a pas personne à qui je peux parler. Bon, voilà. Également, ils ne connaissent pas les ressources d'aide, ils viennent d'arriver nécessairement. Souvent, ils ne parlent pas la langue, donc difficulté, encore une fois, de pouvoir exprimer et de pouvoir aller chercher de l'aide lorsqu'on vient d'arriver dans un pays, qu'on est parfois dans un lieu de dépendance économique. À ce moment-là, c'est quand même particulièrement difficile. Et surtout, lorsqu'elles souhaitent briser la dépendance économique, on a vu que les personnes en situation, les personnes nouvellement immigrantes avaient beaucoup plus de difficultés à trouver des emplois, en raison de discrimination à l'embauche. Et c'est encore plus vrai pour les femmes, qu'elles sont encore plus victimes de discrimination à l'embauche que les hommes immigrants. Donc, c'est encore plus difficile pour elles. Elles ne sont pas plus souvent victimes. Par contre, c'est plus difficile pour elles lorsqu'elles en sont victimes. Pas de réseau de relations, pas de connaissance des ressources d'aide et dépendance économique plus difficile à briser pour ces individus-là. Il reste 2 diapos. Après ça, vous allez pouvoir aller manger des popsicles en espérant que ça va remonter le moral un petit peu. Quelques interventions qui sont faites dans le milieu policier, médicaux et des services sociaux. Eh bien,
Les milieux policiers ont longtemps été jugés comme étant un problème dans la violence conjugale. On voit que ça s'améliore, ils ont davantage de formation, comprennent un peu plus comment ça fonctionne également, mais pose encore problème hein, au point de vue des interventions. De plus en plus, on va faire des interventions hein, qui vont avoir une collaboration avec les services sociaux et communautaires. Donc, on commence à comprendre qu'il ne faut pas juste du monde avec des guns lorsqu'il y a des crises, mais ici également avoir des travailleurs sociaux, également des travailleurs avec des services communautaires pour aider les individus. Les milieux médicaux, hein, peut-être même comme vous également, comme hygiéniste éventuellement, vous savez plus qu'est-ce que c'est que la violence conjugale qu'auparavant. Vous êtes plus en mesure de reconnaître les signes de violence conjugale. Par exemple, hein, j'en ai quelques-uns ici, bon, l'anémie, la fatigue, la détresse psychologique, un faible estime de soi, des idées suicidaires, l'anxiété, des attaques de panique, excès de consommation d'alcool et de drogue, donc un ensemble d'éléments qui peut être associé à la violence conjugale. Donc, ils sont plus sensibilisés qu'auparavant. En gros, ils disent « Attends un peu, tu as tout ça, je vais peut-être pas juste te donner des pilules pour que tu ailles mieux. Je vais peut-être dire « Est-ce que tu as des problèmes à l'intérieur de ton couple? Serais-tu victime de violence conjugale? » Donc, on voit un peu que ça s'améliore à ce niveau-là. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on donne aussi également ce cours-là aux hygiénistes dentaires comme en soins infirmiers, comme également en éducation à l'enfance. Les services sociaux, il y a des services qui existent, hein, par exemple SOS Violence Conjugale qui est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine également. Tous des éléments qui sont mis en service pour ces individus-là pour de l'écoute, mais également avoir connaissance des services qui existent. C'est quand même important de savoir que ça existe, que la personne n'est pas isolée, n'est pas tout seul à l'intérieur de ça. Donc, ligne d'écoute SOS Violence Conjugale, anonyme également disponible en permanence. Et enfin, 2 autres programmes, milieu communautaire. Il y a les maisons d'hébergement et de transition. Hein, les enfants peuvent y être logés avec leurs enfants. Avant, c'était un peu ça le problème. Il n'y avait pas de place pour les enfants. Donc, elles devaient abandonner leurs enfants à un homme qui pouvait être évidemment violent avec les enfants. Donc, maintenant, ils peuvent le plus souvent qu'autrement venir avec leurs enfants dans les ressources d'aide, maison d'hébergement et de transition. À Saint-Hyacinthe, par exemple, la clé sur la porte, qui est un organisme qui offre ces éléments-là. On met de plus en plus d'interventions qui ne veut pas juste, si on veut, parce qu'avant, le problème, c'est qu'on voulait faire de la médiation, faire en sorte que les gens retournent en couple. Il fallait s'assurer de la survie de la cellule familiale. Aujourd'hui, on se dit, regarde, c'est un problème, la personne doit quitter, ce n'est pas quelque chose de sain, puis on va justement favoriser leur autonomie, briser le cycle de la dépendance. Également, on les accompagne de plus en plus hein, pour des démarches juridiques également qui, écoutez, moi, j'essaie juste de faire des petites démarches pour des bourses, des choses comme ça, c'est super compliqué. Puis j'ai quand même une maîtrise, je pourrais savoir ces choses-là, mais quelqu'un qui est un peu désespéré, qui est dans une relation de dépendance, l'aide, évidemment, ça améliore évidemment énormément leur situation. Et derrière l'élément, on fait également des programmes d'aide aux conjoints violents, chose qui est quand même mis de côté, qu'il n'y ait pas trop d'intervention là-dessus. C'est un peu dommage, même si ce n'est pas la panacée, mais ça peut quand même aider. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on vise juste la dimension individuelle. On fait comme si c'était un problème psychologique. Tandis qu'on a vu que c'est un problème beaucoup plus large que ça, hein, de qu'est-ce que la féminité, qu'est-ce que la masculinité, qu'est-ce qu'une relation de couple ordinaire, la socialisation qui joue là-dedans. Donc, c'est un peu ça qui est dommage. Mais malheureusement, ceux qui y vont le plus souvent, c'est qu'ils sont obligés par la cour. Donc, ils ne vont pas de manière volontaire. Souvent, ils n'admettent pas leur responsabilité, puis qu'ils doivent changer leur comportement. Et malheureusement, la plupart de ceux qui vont là continuent encore une fois d'être violents, mais changent de la violence physique à psychologique. Parce que la physique, on la voit davantage, c'est celle qui est la plus médiatisée. Psychologique, c'est moins visible à quelque part pour ceux qui ne connaissent absolument pas ça. Donc, c'est un peu un des problèmes qui est associé à ça. Et comme on a vu, avec la COVID, on a eu vraiment un phénomène hein, de féminicide au Québec. On est rendu à 9, je crois, féminicides depuis le début de l'année. Écoutez, l'année est encore jeune, hein? On est au mi-avril, c'est pas énorme. Qu'est-ce qu'on voit? C'est également l'isolement social
qui est vraiment un des facteurs de risque associés à ça. La précarité économique également, qui est associée à ce type de situation-là et qui fait en quelque sorte le cocktail parfait pour que survienne ce type de situation. Heureusement, et c'est une chose qui s'est améliorée, on ne parle plus de drame passionnel. Hein? Ça vous semble absolument idiot de parler de ça, mais même pas il y a 2 ans, on parle encore de drame passionnel ou là, on parle pour la première fois de meurtre conjugal, de féminicide. On met directement le mot sur le phénomène et on n'essaie pas de déguiser ça. Hein? Écoutez, c'est notre côté latin, c'est la passion qui a dégénéré. C'est pas un meurtre passionnel, c'est véritablement, c'est pas un crime passionnel, excusez-moi, c'est vraiment un homicide et un féminicide. Pourquoi? Parce que c'est un type de crime qui touche essentiellement les femmes, parce qu'elles sont des femmes dans une relation de dépendance à l'intérieur de leur couple. Vous pouvez ouvrir vos caméras, hein, on va discuter juste quelques instants par rapport à ça. On va sont tout à l'heure passer aux toilettes. Ah, c'est pas si pire. C'est pas tout le monde qui est passé aux toilettes. Donc, ben, c'est un peu qu'est-ce que je voulais, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui hein, dans ce dernier cours. J'espère que ça n'a pas été trop lourd et que vous avez appris quand même quelque chose à l'intérieur de ce cours-là. Vraiment, est-ce que vous avez des questions, interrogations ou réactions par rapport au phénomène que l'on vit hein, de féminicide depuis le début de l'année? Quand même, 8, c'est quand même absolument énorme depuis le début de l'année. Je ne sais pas si quelqu'un souhaitait intervenir pour ce type de phénomène. Voilà. Donc, eh bien, ça arrive. Hein, je ne vais pas vous embêter plus que ça, là, mais vous avez un peu comment le phénomène que c'est. Oui, Amélie. Juste pour vous faire plaisir, là. Moi, j'ai trouvé ça spécial. J'ai partagé récemment à cause des féminicides qui se sont déroulés dans l'année, dans les derniers mois, un tableau que j'avais vu passer qui, justement, un peu comme le tableau qu'on a dans les notes, là, qui parle de la violence, c'est quoi, et différents types de violence. Ça parlait au nom de la femme, ça dit qu'est-ce que les femmes devraient voir comme signe d'alarme. Ouais. Puis j'ai des gens qui se sont mis à me reprocher que le tableau ne parlait pas des hommes et que les hommes aussi étaient touchés par la violence conjugale, comme si le fait de parler de la situation de la femme, ça faisait qu'on parlait plus jamais des hommes, puis que les hommes, ils valaient rien, puis que, c'était... C'est pour ça que je l'ai évoqué. Hein. Je l'ai évoqué un peu au début du cours. J'ai dit, gars, on va en parler comme rapidement des hommes, mais je veux comme passer à... Parce que c'est souvent ça qui est amené, dans le fond. Dès que c'est un débat, des questions qui touchent spécifiquement les femmes, il y a toujours des hommes qui vont arriver pour disqualifier le fait que ce n'est uniquement les femmes qui sont victimes. On l'a vu quand même à peu près 90 hein, des cas. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que moi, dans mon cas, c'était des femmes qui disaient qu'il fallait parler des hommes, en tout cas. Exact, mais tout à fait. Hein, c'est pas parce que... comment dire ça? C'est être homme ou femme, mettons, être une femme, c'est pas une classe sociale homogène qu'on se tient entre nous, parce que c'est absolument pas ça. Hein, c'est des représentations. C'est l'idée aussi également que... l'idée, en quelque part, que c'est souvent les femmes qui sont la cause de la violence conjugale de leur mari, ça rentre aussi dans l'esprit de plusieurs. Donc, à quelque part, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les faire chier? Moi, j'en connais des fatigantes, mais c'est comme, attends un peu, là. Mais souvent, c'est ça, qu'est-ce qu'on voit, c'est tout simplement l'idée qu'il y a des hommes qui sont très menacés par qu'est-ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est un mouvement social qui, on peut voir un peu plus large, hein, disons, depuis 10 ans, là, que les agressions sexuelles, ça ne passe plus. Qu'il y a une pluralité, par exemple, de genre et d'orientation sexuelle. Quand même, en 10 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées. Là. On va dire il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait des gars, il y avait des filles. Il y avait des hétéros, des homosexuels, puis des bisexuels en milieu qui n'étaient pas encore branchés. Hein? Puis il y avait des gars qui étaient les boss dans la maison. Et là, on voit quand même que depuis 15-20 ans, il y a quand même des modifications profondes à l'intérieur de la société, des rôles à l'intérieur de la famille, des rôles, disons, plus égalitaires à l'intérieur de la famille également, de toute la perception qu'on se fait des sexes et des genres qui est profondément modifiée, puis il y a beaucoup d'hommes et de femmes également qui ont beaucoup de difficultés avec ça. Et c'est là qu'on a justement la réaction de ces individus-là qui,
à chaque fois, qu'est-ce que tu dis, je le vois moi aussi, là, c'est absolument hallucinant. À chaque fois, dans le fond, si vous voulez faire réagir du monde sur une communauté X, écrivez quelque chose qui parle uniquement des femmes, que les femmes vivent. Tout de suite, vous allez avoir un backlash là, de personnes qui vont dire, mais là, les hommes, on n'en parle pas, les hommes. C'est 10%, c'est particulièrement, c'est pas mineur, mais c'est pas les principales victimes de ça. On va toujours vouloir amener ça faire en sorte qu'on ne peut pas donner que effectivement, les femmes ont quelque chose de plus de difficultés à travers ça. Mais oui, tu as absolument raison. Puis, j'ai fini par super marquer. commentateur, excuse-moi. Ouais, j'ai fini par marquer au-dessus de ma publication ces informations sont bonnes pour tout le monde et peu importe à quel genre vous vous identifiez. Ah ouais, puis c'est même, puis là, c'est moi qui parle, là, c'est pas le prof. Là, ben, tu peux même écrire juste ta gueule. T'sais. C'est que vous n'avez pas, hein, excusez-moi, je suis un peu agressif, là, mais vous n'allez pas en permanence à faire l'éducation de ceux. C'est un peu qu'on avait parlé un peu avec les orientations sexuelles ou avec les genres, par exemple. Ces personnes-là n'ont pas toujours en permanence à faire l'éducation de ceux qui, en bout de la ligne, là, c'est souvent plus des trolls que d'autres choses, puis ils ne sont pas intéressés, ils ne changeront pas d'idée, ils ne veulent pas changer d'idée. Des fois, moi, je pense qu'il y a une limite à vouloir faire l'éducation des personnes en permanence qui, dans les faits, ne sont pas intéressées ils ont déjà leur opinion parce que les autres, ils savent comment ça marche. C'est un peu ça qui est embêtant. Camille? Ben, dans le fond, ça revient un petit peu à ce qu'Amélie disait, mais moi, je suis dans un entourage majoritairement masculin. Puis c'est toujours des bonnes discussions agréables, tu sais, quand on parle de ça. Puis moi, je suivais beaucoup, il y avait un mouvement qui s'était créé, puis je m'avais chicanée justement avec plusieurs hommes de mon entourage parce qu'ils avaient décidé que le nouveau mouvement, c'était Not All Men. Parce que, tu sais, quand tu leur dis, ouais, les hommes, ils disent, ouais, mais c'est pas tous les hommes, tu sais, c'est leur principale excuse. Ouais. C'est difficile de leur faire comprendre à quel point on dit pas ça pour tous les hommes. Mais encore une fois, c'est vraiment une manière de faire diversion. Parce que dans les faits, c'est vrai que c'est pas les hommes. Jamais ça a été dit que c'était tous les hommes. Mais par contre, on voit que l'écrasante majorité, on parle de 90% en montant, ce sont les hommes les agresseurs et les femmes les victimes. Ça, on ne peut pas le nier. Puis c'est ça qu'eux ne veulent dire. Ah, mais moi, je ne suis pas. On ne parle pas de toi, là. Je veux dire, je ne parle pas de. Comment dire ça? Je n'ai pas à ménager ta sensibilité pour faire avancer une cause sociale. Puis, tu sais, aussi, il y a le fait que la plupart du temps, oui, il y a beaucoup d'hommes qui vivent des agressions, puis nous, on parlait aussi des agressions sexuelles, mais qui sont aussi faites à des hommes par des hommes. La plupart du temps, c'est des hommes qui vont le faire aussi aux hommes. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme, on dirait que ce mouvement-là, c'est comme un genre de désespoir. C'est comme quand il y a eu le Black Lives Matter, là, Ouais. il y avait l'autre mouvement qui était comme All Lives Matter, mais ça n'avait pas d'allure. C'est comme exact. des gens qui sont frustrés, qui veulent comme... Mais c'est le même groupe. C'est un peu ça que je parlais dans cette idée-là, que c'est le statut social de l'homme blanc qui est en déclin. Mais il n'est pas en déclin parce que, non, c'est juste qu'il devient un peu plus égal aux autres. Dans le fond, c'est l'idée que c'est une perte, pas de droit, c'est une perte de privilèges. Les privilèges qui se fait dans une dynamique d'inégalité entre si j'ai des privilèges, il y a quelqu'un qui a moins de quelque chose. Et c'est souvent ça, c'est ce groupe d'hommes blancs-là. Le plus souvent, ce n'est pas les gens les plus scolarisés non plus. Hein. Souvent, c'est souvent lié. Ce n'est pas pour les mépriser, ce n'est pas l'idée, là. Mais c'est qu'ils ont eu moins de cours, par exemple, au cégep, à l'université, qui ont fait ouvrir l'esprit sur d'autres réalités, des fois, que les leurs, des fois. Puis c'est le groupe d'hommes blancs qui se sent menacé par... C'est des gens qui voient ça comme la vie est un jeu à somme nulle. Si quelqu'un autour de moi gagne quelque chose, c'est que je perds quelque chose. Donc, c'est un peu l'idée que les luttes pour le droit des femmes, c'est une menace aux droits des hommes, mais dans le fait, c'est une menace uniquement à une chose, au privilège des hommes. Au privilège que dans une relation d'imposer des rapports, si on veut, des rapports, par exemple, de violence sexuelle, de violence physique, de l'idée que c'est moi le boss, c'est moi le chef de famille. Et c'est là on voit que sur tous les sujets qui touchent les hommes blancs, dans le fond, par la bande, parce que c'est dès qu'un sujet ne parle pas d'homme blanc, c'est un peu ça, on voit qu'il y a des réactions épidermiques. Épidermiques, pas juste chez les hommes, mais chez également les femmes qui ont été socialisées dans le même type de milieu et qui considèrent que c'est légitime, qu'il faut qu'il y ait une figure paternelle forte à l'intérieur d'une maison, sinon on va en faire des momounes, les enfants. Tu sais, ce genre d'argument-là, il s'est défendu pas juste par les hommes, c'est également par les femmes qui
sont à l'intérieur de ce type de famille-là. Et c'est là que c'est intéressant, c'est là qu'on voit que toutes les causes, lutte pour le droit des femmes, lutte pour le droit à l'avortement, lutte contre la brutalité policière, lutte contre les violences sexuelles, convergent toujours sur un type de réaction qui est souvent le même. Les hommes blancs se sentent menacés dans leur privilège d'être les boss, de pouvoir faire ce qu'ils veulent sans véritablement être victimes, parce que tant que c'est eux les boss, en tant que groupe culturel et social, hein, c'est pas moi comme individu, c'est en tant que groupe. C'est ça qu'ils ont la difficulté à avoir dans une société qui est quand même un peu individualiste. Ben là, moi, je n'ai pas rapport avec ça. Comme, bref, on pourra en parler, mais c'est en tant que groupe, dès que ça touche leur privilège, on voit qu'il y a une réaction épidermique. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on voit un peu, c'est que, tu sais, mettons, il y avait tout avantage, moi, que j'ai senti dans le mouvement d'agression non dénoncée hein, qu'il y a eu cet été, par exemple. Moi, j'ai senti qu'il y a bien des gars qui se sont dit Astic, mon nom pourrait sortir parce que j'ai déjà été moyen dans mes relations. Moi, je pense qu'il y en a pas mal qui se sont sentis bien nerveux. Hey, je l'ai peut-être un peu forcé cette fois-là. Peut-être que ça ne tentait pas tant que ça, puis je l'ai fait quand même. Peut-être qu'il était pas mal trop saoul, puis que je l'ai quand même ramené à la maison. Ce genre de situation-là, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont sentis menacés, se sont dit Hey, on pourrait faire sortir des choses. Puis souvent, qu'est-ce qui est amené? C'est l'idée ben, il y a des fausses accusations. Les fausses accusations ont été estimées par le système de justice québécois à, je pense que c'était moins d'1%. Fait que pour le moins d'1%, ça peut arriver. On va mettre de côté les 99% qui sont vrais. C'est ça, encore une fois, qui est dommage. Puis qu'on met toujours l'idée, mais ça arrive aussi aux hommes, ça arrive aussi. Mais c'est de dévier le débat. T'sais. Moi, que j'ai vu aussi dans les questions sur le racisme, ben, les Blancs, les faux aussi sont victimes de racisme. C'est très fort en France, le racisme anti-blanc. Vous avez peut-être déjà entendu. C'est que les groupes minoritaires qui sont victimes de racisme, des fois, ils disent des choses qui ne sont pas fines aux Blancs. Puis ces gens-là, ils se sentent tous tristes. Mais je vais, ben, tabarouette, un étudiant m'avait dit ça à un moment donné, ben, moi, j'ai déjà été victime de racisme. OK, mais est-ce qu'on t'empêche d'avoir accès à un logement, accès à un emploi? Est-ce que dans ta vie quotidienne, c'est vraiment un poids, un fardeau que tu as apporté? Non. Donc, effectivement, le racisme, ce n'est pas uniquement le racisme des Blancs destiné vers les individus, mais dans un rapport majoritaire-minoritaire, ben, la majorité ne subit pas de grands préjudices par rapport, par exemple, au racisme. Et encore une fois, ici, je prends par rapport au sexisme et aux agressions sexuelles, par exemple, du mouvement cet été, bien, il y a des hommes, mais moi, en tant que garçon, dans la notion de privilège, je n'ai jamais peur de me faire agresser sexuellement. Quand je sors d'un bar le soir, je ne pense jamais à il faudrait peut-être que je sorte un peu avant 3 heures du matin parce que les gars deviennent vraiment lourds à 3 heures du matin parce qu'ils veulent vraiment coucher à soir. Je veux partir un peu plus tôt parce que je ne veux pas me ramasser avec plein de gossous qui me calent dehors sur le trottoir. Je vais partir à 2 heures. Je vais m'arranger ensemble pour pogner un parking. Le soir, en revenant chez nous, peut-être moins vrai à Saint-Hyacinthe, à Montréal, je vais faire semblant de parler au téléphone cellulaire pour qu'ils pensent que je suis avec quelqu'un. Je vais me promener avec les clés serrées dans mes poches au cas où pour me défendre. Jamais j'ai à faire ça en tant que garçon. Fait que c'est ça l'idée de privilège. C'est pas que les hommes ne vivent pas de situations qui peuvent être dommageables, mais ils vivent pas mal moins fréquents. Et c'est là qu'on voit justement cette myriade de privilèges-là qui est menacée par les mouvements sociaux actuels et qu'on voit qu'à chaque fois, comme le soulignait justement Amélie, il y a une réaction très virulente. Souvent, c'est les messieurs, puis souvent, c'est des super commentateurs ou des commentateurs vedettes. Souvent, c'est que tu passes ton temps à répondre à commenter sur les nouvelles. Tu n'es pas le gars le plus fiable là, pour ce qui est des informations pertinentes la plupart du temps, là, mais quand même, on voit vraiment que ce groupe-là, socialement, se sent menacé par la perte de ses privilèges. Pensez au statut aujourd'hui de l'homme blanc, hein, si on veut, au Québec, versus le pouvoir qu'il avait au début du siècle en 1900 sur sa famille, sur ses enfants, à l'intérieur de la société. Il est évidemment moindre, mais peut-être il était-il un peu trop élevé auparavant parce que ça se faisait au détriment des femmes et des enfants le plus souvent qu'autrement. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Ce n'est pas les droits de certains groupes qui sont mis en cause, ce sont les privilèges qui sont obtenus uniquement dans un rapport d'une relation de pouvoir et ou de dépendance. Donc, c'est un peu ça. Puis je trouve que ça fait super belle finale au cours pour la session, hein, de mélanger un peu toutes les formes de discrimination ici dans
C'est un rapport d'inégalité à l'intérieur des groupes sociaux. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou j'ai fait une trop longue tirade puis ça l'a un peu rendu... tout le monde a trouvé ça trop lourd? Non, bon, on va arrêter là. Je vous envoie évidemment par Mio, hein, comme vous savez, le fameux questionnaire. C'était de l'info théorique, donc j'espère que vous avez quand même apprécié votre session. Que j'aurais aimé ça, évidemment, faire ça plus en présence, ça aurait été plus fun. Mais j'espère au moins que vous avez appris un peu des choses sur, comme le souligne le cours sur j'ai complètement oublié le nom du cours, sur le titre du nom du cours. J'espère que ça a marché avec vous, que vous avez quand même trouvé des affaires intéressantes, pertinentes. Vous n'avez pas eu trop l'impression de perdre votre temps. Et donc, je vous envoie par Mio le questionnaire. Et n'oubliez pas les 2 prochains cours. Tutorat, venez en équipe. Je vous ai quand même un petit Mio pour vous résumer le calendrier d'ici la fin de la session avec les cours et les dates. Donc, amusez-vous bien, lâchez pas, bonne crème à glace, on s'accroche, la session achève. Je vous envoie par Mio le questionnaire. Merci beaucoup. Bye.